48 heures pour décider du sort d'un pays, mais 2 chiffres contradictoires suffisent à fissurer un empire. Entre les 5,6 milliards imposés et l'or que le Burkina Faso refuse d'abandonner, un paradoxe brutal s'ouvre en silence. Alors que le monde observe sans comprendre, une question surgit. Que signifie pour chacun de nous le choix d'un homme comme Ibrahim Traoré? Dans l'instant suspendu où tout peut basculer, une ligne oubliée devient une menace continentale. Ce récit promet de dévoiler non seulement le contenu d'un télégramme secret, mais surtout les mécanismes précis qui transforment une simple injonction financière en crise continentale. La promesse est claire. Comprendre en 10 lignes de données et de faits vérifiés comment une décision prise à Ouagadougou peut modifier l'équilibre de pouvoir bien au-delà du Burkina Faso. Car derrière le choc initial, l'enjeu dépasse la somme réclamée. Il touche à la capacité d'un État à résister lorsqu'un ultimatum cherche à réduire sa souveraineté à une équation comptable. Et c'est là que surgit la tension majeure. Si une nation jugée fragile peut dire non, qu'adviendra-t-il des autres modèles qui reposent sur l'obéissance silencieuse? Un micro-hook apparaît dans ce dilemme, presque invisible. Ce choix forcera-t-il les puissances régionales à redéfinir leurs alliances ou à consolider l'ordre établi? Ainsi, ce qui semble n'être qu'un différend budgétaire devient la démonstration brute d'un rapport de force où chaque mot, chaque signature transporte une menace latente pour l'ensemble du Sahel. La première révélation tient en une ligne. Le télégramme secret évoque une obligation de transfert de 5,6 milliards, mais la note jointe précise qu'il ne s'agit pas d'une dette classique, plutôt d'un levier destiné à forcer une cession de réserves stratégiques. La seconde révélation, plus discrète encore, mentionne qu'en cas de refus, un mécanisme automatique de pression financière doit être déclenché sous 48 heures. Ces deux éléments, placés côte à côte, créent un déséquilibre immédiat entre les positions financières du Burkina Faso et la capacité de réaction des institutions occidentales. Dans la chronologie brute, tout commence à 6h30 lorsqu'un document classé secret défense arrive sur le bureau présidentiel, scellé du tampon du G7 et accompagné d'une liste de conditions non négociables. Le texte stipule que l'absence de réponse rapide équivaut à un accord tacite, ce qui rend l'ultimatum encore plus serré. À partir de ce moment, chaque action déclenche un effet en chaîne. La fuite interne atteint les chancelleries régionales, les marchés réagissent en quelques minutes, puis les observateurs spécialisés y voient une tentative de reprise d'influence sur les ressources minières. C'est là que le récit change de dimension. Depuis plusieurs mois, une cellule de géologues burkinabés, épaulée par des techniciens étrangers, avait recensé dans une base cryptée l'existence d'un gisement d'or dont la densité pourrait bouleverser le classement mondial. Lorsque les capteurs satellitaires français détectent une activité inhabituelle sur la zone, l'information remonte rapidement vers Paris, puis Washington, créant un contraste brutal entre ce que le pays possède réellement et ce que les acteurs internationaux supposaient. Dans ce nouveau paysage, Ibrahim Traoré devient le point fixe autour duquel se réorganisent les anticipations économiques. En quelques heures, les ambassades convoquent des réunions d'urgence, des rapports provisoires circulent et les premières évaluations estiment que le refus burkinabé pourrait modifier la valeur future des concessions minières régionales. Ainsi, ce qui pourrait passer pour une tension diplomatique localisée révèle un basculement plus profond. Un État enclavé, longtemps perçu comme dépendant, possède désormais un actif capable de recomposer les équilibres du Sahel. Au centre de cette mécanique géopolitique, un cercle restreint de conseillers devient la véritable clé de lecture.
Certains suivent depuis des mois l'évolution des bases de données minières, d'autres surveillent les flux financiers reliant Ouagadougou aux grandes places occidentales. Leur rôle n'est pas de décider, mais d'interpréter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des secousses majeures. Dans ce groupe, une première micro-étude de cas illustre la tension. Un analyste chargé des projections budgétaires constate que, quelques minutes seulement après la fuite du télégramme, les prévisions d'exportation des métaux précieux ont été révisées par des cabinets européens sans aucune communication officielle. L'effet domino démarre ici, silencieux mais mesurable. Une seconde scène se déroule dans l'ouest du pays. Un responsable régional des mines rapporte que des opérateurs techniques étrangers tentent d'accéder à distance aux serveurs locaux sous prétexte de vérification de conformité. L'accès est bloqué, mais l'incident révèle que la bataille ne se limite pas aux réunions diplomatiques. Elle se joue aussi dans les coulisses technologiques. À mesure que ces signaux s'accumulent, les conseillers comprennent que la fenêtre de manœuvre se referme. Chaque minute où aucun choix n'est officialisé renforce la pression financière projetée par les acteurs extérieurs. Pourtant, à l'intérieur du pays, les premiers indices d'un soutien populaire émergent, créant un contraste entre la fragilité apparente des institutions et la cohésion naissante de la société civile. Dans cet entrelac de données, une question persiste, nette et urgente. Que vaut réellement la souveraineté lorsqu'elle est testée à découvert? Tout commence à l'instant précis où le document classé secret défense est déposé sur la table du conseil restreint. Pas de préambule, pas de négociation possible. Le texte impose un compte à rebours de 48 heures et scelle l'ensemble des options du Burkina Faso. Les conseillers comprennent immédiatement que l'ultimatum n'est pas une manœuvre isolée, mais la première pièce d'un dispositif pensé pour réduire la marge de décision à presque rien. Le processus s'enclenche sans pause. Le déclencheur véritable arrive lorsque les premières analyses internes révèlent que la somme exigée, présentée comme un ajustement financier, correspond en réalité à une tentative de captation des réserves d'or. À ce moment précis, une ligne de fracture apparaît entre ce que les puissances occidentales imaginent possible et ce que les institutions burkinabées considèrent comme acceptable. Les informations circulent vite, les évaluations se recalculent, les équilibres vacillent. L'escalade devient inévitable. Le matin suivant marque la montée en tension. Des signaux techniques indiquent que plusieurs accès distants aux serveurs miniers ont été testés depuis l'extérieur. Les équipes de cybersécurité réagissent immédiatement, isolent les machines, verrouillent les canaux, puis renforcent les protocoles. Sur le terrain, les unités chargées de la protection des sites reçoivent des directives inédites. Les routes menant aux zones d'exploitation sont fermées en quelques minutes. Les premières images d'engins immobilisés témoignent d'un basculement opérationnel. À midi, le temps politique rejoint le temps militaire. La décision d'Ibrahim Traoré tombe brève et définitive. Elle impose la coupure des accès étrangers et la centralisation des données sensibles. Les réseaux sécurisés se replient, les liaisons habituelles se figent. Un message interne circule entre les équipes. Priorité absolue, maintenir la continuité. Dans l'après-midi, l'armée prend position autour des sites stratégiques. L'ampleur des déploiements stupéfie les observateurs régionaux. Le soir venu, un basculement narratif se produit. La télévision nationale interrompt ses programmes. L'écran devient noir. Puis l'apparition soudaine du capitaine galvanise l'espace public. Les mots sont mesurés, ciblés, tranchants. Il dénonce non pas une prétention sur l'or, mais une tentative d'installer la peur comme instrument de gouvernance. Le silence qui suit marque un point de rupture. Quelques secondes suffisent pour transformer une déclaration en acte symbolique. Le lendemain, les répercussions se propagent.
Les marchés financiers occidentaux révisent leurs cours, les analystes redoutent une déstabilisation des flux d'approvisionnement et plusieurs chancelleries organisent des réunions d'urgence. Dans les rues de Ouagadougou, pourtant, l'atmosphère change. Des slogans apparaissent sur les murs, les radios communautaires relaient le discours en boucle et des groupes de jeunes débattent des implications de la décision. La fracture se déplace. Elle n'oppose plus seulement États et institutions, mais deux visions de la souveraineté. La phase de Duchamp s'installe en fin de journée. Les premières réactions diplomatiques arrivent, oscillant entre condamnation prudente et inquiétude calculée. Les flux d'informations se réorganisent, les alliances régionales se rapprochent, et les signaux d'un mouvement plus large commencent à se multiplier. Un pays enclavé, jugé vulnérable quelques jours plus tôt, impose soudain un rythme nouveau à l'ensemble du Sahel. La première base de comparaison repose sur la production annuelle d'or, qui atteignait environ 80 tonnes avant la rupture, un volume représentant 14% du PIB national. Ce chiffre constitue le baseline indispensable. 3 mois après la nationalisation et la fermeture des accès étrangers, la production chute temporairement de 18%, mais cette baisse apparente masque un rééquilibrage structurel des revenus internes. Cette variation représente la delta significative qui permet de mesurer la transition d'un modèle dépendant vers un modèle internalisé. La baisse de 18% reflète une réorganisation rapide des opérations internes, sans effondrement du secteur. La deuxième donnée chiffrée concerne les revenus nets issus de l'exploitation minière. Avant la crise, ces revenus avoisinaient les 2 milliards de dollars annuels, constituant l'un des piliers budgétaires majeurs du pays. 6 mois après la réorganisation complète du secteur, les flux domestiques atteignent 2,4 milliards, soit une progression notable malgré les contraintes internationales. Cette progression, reposant sur l'élimination des commissions étrangères, génère un gain direct pour l'économie locale. Le passage de 2 à 2,4 milliards correspond à une amélioration due aux marges retrouvées. Le troisième indicateur porte sur les transactions extérieures. Avant la rupture avec les réseaux financiers occidentaux, près de 100% des paiements internationaux étaient effectués en dollars ou en francs CFA, exposant le pays à une volatilité imposée. En moins de 100 jours, 62% des paiements se réalisent via une structure mixte combinant le yuan numérique et une monnaie interne expérimentale. Cette bascule témoigne d'une diversification accélérée malgré les risques associés. La réorientation de 62% des échanges montre une capacité d'adaptation monétaire notable. À partir de ces trois séries de données, le tableau d'ensemble se précise. Plusieurs effets convergents émergent, indiquant que le pays transforme une contrainte immédiate en moteur de réorganisation économique. Les dépenses publiques augmentent dans 3 secteurs stratégiques: l'infrastructure, l'agriculture et la défense. L'augmentation de 41% du budget d'infrastructure sert principalement à sécuriser les routes énergétiques et minières. L'extension de 23% des investissements agricoles soutient une stratégie d'autonomie alimentaire amorcée auparavant. L'évolution de 27% des dépenses militaires reflète l'adaptation face aux nouvelles menaces hybrides. Les marchés extérieurs réagissent différemment. Dans les premières semaines, plusieurs institutions prédisent une contraction forte du PIB, mais les données de terrain montrent une réalité distincte. Les dépôts bancaires internes augmentent dans les principaux centres urbains. Les lignes de crédit locales se stabilisent malgré la pression sur les importations. L'analyse révèle un mécanisme de substitution interne plutôt qu'une rupture brutale. Le chômage évolue également.
L'écart entre prévision et résultat traduit un ajustement rapide de la main-d'œuvre vers les secteurs productifs prioritaires. Plusieurs milliers de travailleurs rejoignent les nouveaux sites ou les programmes agricoles financés par les revenus reconfigurés. Enfin, les flux informatifs confirment que l'effet le plus significatif réside dans la cohésion sociale. Les initiatives communautaires se multiplient, les associations locales renforcent leur réseau et les circuits économiques parallèles se réorientent vers les marchés internes. L'ensemble compose une dynamique où les chiffres ne représentent pas seulement une évolution comptable, mais un déplacement profond des rapports de dépendance. Deux visions opposées se confrontent désormais autour du choix politique et économique adopté par le Burkina Faso. La première, souvent portée par des analystes financiers occidentaux, avance que la rupture avec les institutions traditionnelles place le pays sur une trajectoire dangereuse. Selon eux, l'absence d'accès facilité aux marchés internationaux fragilise les importations essentielles, ralentit la disponibilité des équipements industriels et s'accroît la dépendance envers des partenaires alternatifs dont la stabilité n'est jamais garantie. Il souligne également la baisse de 12% des réserves de change, interprétée comme un signe précurseur de tensions plus profondes à venir. La deuxième vision, soutenue par plusieurs économistes africains, défend l'idée qu'une restructuration brutale constitue précisément le prix nécessaire à la liberté. Pour eux, la diminution temporaire des importations, loin d'être un recul structurel, représente une étape dans la construction d'une économie moins vulnérable aux pressions extérieures. La fuite des investisseurs étrangers est perçue comme une occasion de rebâtir un tissu économique interne capable de retenir ses propres ressources. Dans cette lecture, chaque indicateur négatif reflète moins une dégradation qu'une réallocation de charges et de responsabilités au profit de l'autonomie. Entre ces deux positions, la réconciliation des arguments exige de s'appuyer sur les données effectivement observées. Les premiers mois qui suivent la nationalisation montrent que, malgré la baisse de 18% de la production aurifère, les revenus domestiques doublent d'après la suppression des commissions étrangères. L'évolution de 2 à 2,4 milliards de dollars constitue un signal concret difficile à ignorer. De même, la bascule de 62% des transactions vers une structure monétaire hybride indique qu'une alternative opérationnelle existe, même sous pression. Ainsi, si la thèse pessimiste éclaire les risques réels, tensions monétaires, ralentissement logistique, vulnérabilité énergétique, la thèse optimiste s'ancre dans les résultats observés, où la cohésion sociale et la redistribution interne apparaissent comme des amortisseurs efficaces. Le point d'équilibre se situe peut-être dans cette double lecture, une transition risquée mais tangible, où les données attestent que le pays ne s'effondre pas malgré l'ampleur du choc initial. Tout bascule en silence. Au moment où les chancelleries occidentales pensent que l'ultimatum produira une capitulation rapide, une information jusque-là ignorée refait surface. Les données cryptées du gisement, récemment cartographiées, contiennent un niveau de pureté minérale que les analystes n'avaient pas anticipé. Cette révélation change l'équation. L'enjeu ne porte plus uniquement sur la dette ou la souveraineté, mais sur la capacité réelle d'un État enclavé à devenir un acteur minier majeur dans un marché mondial tendu. Dans les services spécialisés, les simulations de valeur sont recalculées. Plusieurs projections montrent qu'une exploitation contrôlée au niveau national pourrait redistribuer les rapports de force régionaux. Les cabinets de conseil révisent leurs modèles et certaines institutions reconnaissent discrètement que la pression exercée risquait de produire l'effet inverse, renforcer la détermination interne plutôt que provoquer un repli.
Dans ce moment charnière, un détail change encore la scène. Les images des discours d'Ibrahim Traoré circulent plus vite que prévu, réactivant une solidarité régionale qui dépasse la simple réaction émotionnelle. Le midpoint se cristallise ici. Ce qui semblait un affrontement bilatéral devient une bataille pour la maîtrise d'un futur économique que d'autres pensaient verrouillé. Les premiers effets se manifestent au niveau des populations urbaines, où le changement de ton politique se traduit par une hausse notable des dépôts bancaires. Beaucoup de familles choisissent de sécuriser leurs économies à l'intérieur du pays, signe d'une confiance retrouvée dans les institutions financières locales. Le forums communautaires diffusent des discussions sur la souveraineté économique, et les initiatives civiques se multiplient dans les quartiers périphériques. Cette dynamique ancre une perception nouvelle. La crise n'est pas seulement une contrainte, mais une occasion de renforcer le lien social. Dans le secteur des entreprises nationales, l'impact se matérialise par une réorganisation rapide des chaînes d'approvisionnement. Plusieurs sociétés minières locales, autrefois en retrait face aux majors étrangères, bénéficient désormais d'un accès privilégié aux concessions redistribuées. Les coûts intermédiaires diminuent et les investissements publics orientés vers l'infrastructure ouvrent des possibilités de croissance. Les entrepreneurs perçoivent cette transition comme un tournant, car la disparition des commissions extérieures augmente leur marge d'action. Au sein des zones rurales et agricoles, la transformation se décline différemment. Les programmes financés par les revenus domestiques réalloués stimulent la mécanique locale. Les coopératives renforcent leurs capacités, notamment grâce aux investissements de 23% dans le secteur agricole. Plusieurs communautés voient émerger de nouvelles routes secondaires, facilitant le transport des récoltes, réduisant les pertes et améliorant les revenus saisonniers. La cohésion entre producteurs et marchés urbains se solidifie progressivement. Sur le plan régional et géopolitique, l'onde de choc dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les États est du Sahel coordonnent leurs positions, et l'idée d'un marché commun des matières premières circule avec une vigueur inattendue. Les les conseillers militaires et économiques du Mali, du Niger et de la Guinée multiplient les consultations techniques pour anticiper une intégration plus poussée. Des analystes internationaux notent que cette recomposition pourrait créer un nouveau pôle d'influence au sein de l'Afrique de l'Ouest. La réorganisation des alliances redéfinit les marges de manœuvre de pays longtemps soumis à un rapport asymétrique. Dans cette redistribution complexe, un élément central revient constamment, la visibilité nouvelle du mouvement déclenché. Les discours d'Ibrahim Traoré deviennent un symbole fédérateur qui dépasse la politique interne pour toucher la perception régionale de l'autonomie. Cette figure cristallise un imaginaire collectif où la résistance n'est plus perçue comme un geste isolé, mais comme un acte de refondation économique et politique. L'ensemble du Sahel observe désormais la situation non avec distance, mais avec une attention stratégique. Ainsi, les 4 niveaux d'impact, citoyens, entreprises, communautés rurales et espace régional, composent un tableau cohérent d'un pays qui transforme une menace externe en dynamique de restructuration. La portée réelle de ces mutations se mesure non seulement dans les chiffres, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui participent involontairement à un tournant historique. Si les conditions actuelles demeurent relativement stables, alors le Burkina Faso pourrait poursuivre sa trajectoire de consolidation interne sans basculer dans une crise majeure. La croissance oscillerait autour de 3,5 à 4%, soutenue par la réallocation des revenus miniers et la stabilisation progressive des infrastructures. Les partenaires régionaux renforceraient leurs mécanismes de coopération, en particulier dans le domaine des échanges intra-sahéliens et de la sécurisation logistique. Ce scénario suppose que les pressions extérieures
restent contenus et que les flux commerciaux s'adaptent à un nouveau cadre. Il maintient l'idée d'un équilibre fragile mais tenable. Si les alliances alternatives se consolident et que les investissements chinois ou russes se matérialisent, alors une accélération du développement deviendrait plausible. Les capacités industrielles seraient modernisées et les projets énergétiques pourraient couvrir une part croissante de la demande nationale. Une coordination régionale élargie transformerait le pays en pôle stratégique pour les matières premières, renforçant une zone économique sahélienne plus autonome. Dans cette dynamique, le marché commun des ressources avancerait plus vite que prévu. Le pays évoluerait vers un statut d'économie émergente tiré par un modèle minier restructuré. Si les puissances occidentales imposent des sanctions financières sévères, alors les fragilités structurelles du pays réapparaîtront avec force. Les restrictions sur la liquidité pourraient provoquer un ralentissement brutal des investissements publics et retarder l'approvisionnement en machines essentielles. Une pression prolongée sur la monnaie interne risquerait d'affaiblir la transition économique déjà en cours. Les tensions sociales s'accentueraient à mesure que les inégalités se creusent et que les coûts énergétiques augmentent. Ce scénario mènerait à une phase de turbulence où la résilience dépendrait principalement de la cohésion interne. Si l'on pose ces trois trajectoires côte à côte, alors la question clé devient celle-ci. Quels facteurs le pays peut-il contrôler réellement dans un environnement international mouvant? La réponse se trouve peut-être dans la capacité à équilibrer les risques externes tout en consolidant les gains internes. Une gestion prudente de la transition, combinée à une lecture stratégique des alliances, déterminerait la profondeur de la transformation engagée. Pour les jeunes, cette transition n'est plus seulement une affaire de décisions gouvernementales ou de calculs économiques. Beaucoup découvrent pour la première fois que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une question qui touche à leur perspective d'avenir. Les débats qui émergent dans les universités, les centres culturels et les réseaux sociaux traduisent un besoin collectif de comprendre comment un pays peut redéfinir ses priorités en pleine crise. Ils perçoivent la situation comme un moment fondateur, où les choix d'aujourd'hui influenceront les opportunités de demain. Dans le monde des entrepreneurs, l'impact se joue autrement. Les restrictions financières et la réorganisation logistique créent des obstacles immédiats, mais elles ouvrent aussi des espaces que les acteurs locaux n'avaient jamais vraiment envisagés. Les initiatives technologiques liées à la sécurisation des données minières attirent de nouveaux profils. Les deux chefs d'entreprise constatent une occasion rare de participer à la construction d'un marché moins dépendant des circuits externes. L'incertitude demeure, mais l'élan entrepreneurial prend une forme plus ancrée dans les réalités locales. Pour le monde rural, les changements sont plus tangibles encore. L'amélioration progressive des routes secondaires facilite le transport des récoltes, réduisant les pertes saisonnières. Les investissements agricoles renforcent la capacité des coopératives à organiser leurs ventes et à stabiliser les revenus. Dans plusieurs régions, les discussions portent moins sur les fluctuations mondiales que sur l'usage quotidien des nouvelles infrastructures. Ce niveau d'ancrage local constitue l'une des forces discrètes de la transformation en cours. Ainsi, chacun, jeune, entrepreneur ou communauté rurale, ressent la transition non comme un récit lointain, mais comme une part directe de son propre horizon. La première étape consiste à stabiliser les ressources internes, une mission pilotée conjointement par le ministère des Mines et celui des Finances. L'objectif est de centraliser les flux issus de l'exploitation aurifère et d'éliminer les circuits opaques encore présents. La mise en place d'un tableau de contrôle hebdomadaire doit permettre de mesurer précisément l'évolution des revenus
et de vérifier que chaque transfert rejoint les fonds publics. Cette étape constitue le socle technique à partir duquel tout le reste peut être construit. La deuxième étape vise à renforcer la transition énergétique, un volet essentiel pour réduire la dépendance extérieure. Le gouvernement prévoit d'accélérer les chantiers solaires régionaux et de déployer des micro-réseaux destinés aux zones rurales. Chaque projet sera évalué selon deux indicateurs, la capacité installée et la baisse du coût d'approvisionnement. Ce suivi permettra de mesurer l'impact réel des investissements sur la consommation locale. La troisième étape concerne la coopération sahélienne, articulée autour d'un marché commun des matières premières. Les équipes diplomatiques travaillent à définir un cadre logistique partagé, incluant la sécurisation des corridors de transport et l'harmonisation des normes d'exportation. Les progrès seront mesurés par la réduction des délais aux frontières et par l'augmentation du volume d'échanges intra-régionaux. La quatrième étape porte sur l'intégration sociale, élément clé pour maintenir l'élan national. La formation des jeunes dans les secteurs miniers, agricoles et énergétiques deviendra une priorité. Les programmes seront évalués par le taux d'insertion professionnelle et la capacité des régions à créer leur propre pôle productif. C'est dans cette dimension qu'apparaît la cohésion recherchée. Dans ce processus global, Ibrahim Traoré joue le rôle de garant politique assurant la continuité entre décisions techniques et vision stratégique. Dans le calme revenu des couloirs officiels, le cercle restreint évoqué plus tôt, celui qui décryptait les signaux faibles, regarde désormais la situation avec une distance nouvelle. Ce groupe, qui avait perçu l'imminence de la rupture avant qu'elle ne devienne publique, mesure aujourd'hui l'ampleur du chemin parcouru. Les données, les rapports, les cartes minières et les projections économiques ne suffisent plus à raconter ce qui se joue réellement. Une transformation souterraine, lente mais décisive, traverse le pays. Dans les rues, l'écho des discussions quotidiennes témoigne d'un basculement intérieur que les modèles ne peuvent quantifier. Ce mouvement, né d'un ultimatum brutal, a pris la forme d'un sursaut collectif qui dépasse le cadre institutionnel. Les habitants ne commentent plus seulement la crise, ils parlent d'avenir, de responsabilité, de ce qu'un pays peut défendre lorsqu'il cesse d'avoir peur. Au centre de cette transition, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole d'opposition que comme le catalyseur d'un imaginaire nouveau, où un État peut se tenir debout même lorsqu'il est isolé. Une décision peut changer une nation. Ainsi se referme ce moment suspendu, non comme une fin, mais comme un souffle qui annonce une direction durable. Dans tout le Sahel, les discussions qui émergent montrent que cette crise dépasse largement la question des ressources. Elle devient un miroir où chaque communauté interroge sa propre manière de concevoir la dignité, la solidarité et la responsabilité envers les générations futures. Beaucoup y voient une invitation à repenser la place des nations africaines dans un monde qui se transforme, non pas par rupture soudaine, mais par des choix assumés. À travers les échanges, les débats et les initiatives locales, une nouvelle manière de regarder l'avenir s'installe, nourrie par l'idée que la souveraineté n'est pas un privilège, mais une construction collective. Chacun, quel que soit son rôle, peut y contribuer à sa mesure. Les trajectoires individuelles se mêlent aux dynamiques nationales, créant un lien où l'engagement n'est plus distant mais quotidien. Alors, si chaque pays peut redéfinir son propre récit, quelle place choisissez-vous de prendre dans cette transformation?